Docteur Jean-Marc Sabatier, bonjour. Bonjour, salut. Bonjour, merci infiniment d'avoir accepté ce libre entretien numéro 33 pour parler de vos travaux concernant le SARS-CoV-2, le Covid-19. Vous êtes, en ce qui me concerne, un ovni. Vous avez fait un travail assez extraordinaire, le plus exhaustif qui soit, concernant le SARS-CoV-2, son mode d'action, etc. Et j'avais des questions à vous poser, bien entendu. Alors, avant d'attaquer ces questions, je vais quand même vous présenter pour ceux qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas. Je vais juste couper d'abord le son de mon téléphone, le mettre sur vibreur. Désolé pour ce bip. Donc, vous êtes directeur de recherche au CNRS, Oui, ça, titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et microbiologie et d'une HDR, ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches. Pour moi, enfin pour les scientifiques, les scientifiques, les universitaires, c'est le plus haut degré de science, puisque c'est de la production de la science en fait. En réalité, c'est ça dont il s'agit. Donc c'est en biochimie. Et vous avez dirigé plusieurs équipes de recherche académiques au CNRS, à l'INSERM et dans les universités françaises, ainsi qu'un labo de recherche mixte académique industriel. Et vous êtes spécialisé dans l'ingénierie des peptides. Donc on est vraiment dans ça concerne la spike, la fabrication de peptides par des ARN messagers. C'est vraiment votre domaine de compétence et d'expertise. Oui. Ensuite, vous avez là, je vais rapidement, même si c'est pas exhaustif, c'est loin d'être exhaustif, et je vais rapidement citer quelques-uns de vos travaux. C'est assez impressionnant, et afin que les fact-checkers et autres zozos de la désinformation ne s'aventurent pas trop dans ce terrain, parce que là, je pense même pas qu'ils comprennent les intitulés. Donc, vous avez été rédacteur en chef de 2010 à 2023, enfin, vous l'êtes encore, de Infectious Disorders Drug Targets, rédacteur en chef de Coronavirus, une revue de 2020 à 2023, donc j'imagine qui a été édité, publié à partir du début de la crise, rédacteur en chef de Venom and Toxins, rédacteur en chef thématique d'antibiotiques, notre revue, éditeur associé pour Frontiers in Pharmacology, éditeur de la série e-book Coronavirus au pluriel, membre du comité de rédaction de 70 revues scientifiques, dont Journal of Biological Chemistry, molécules, peptides, antibiotiques, Frontiers in Pharmacology, etc., auteur de 235 articles dans les revues scientifiques, bien entendu, 35 livres et numéros spéciaux, 55 brevets et 201 rapports de congrès en chimie des peptides et des protéines. En 2012, vous avez eu un award, enfin une médaille de Best Scientific Advance, donc meilleure avancée scientifique. 2003, la même chose, of Best Communication, 5e colloque de l'Institut fédératif Jean Roche de biologie et interaction cellulaire. En 98, prix de thèse, 96, une autre médaille, prix international en 95 de l'homme de l'année, prix Néosystème pour les travaux les plus distingués d'études des relations structures, activités des peptides, 93 prix du citoyen de l'année, 85, vous avez commencé, je crois, sur le VIH avec le professeur Luc Montagnier, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Je venais d'arriver au laboratoire, en fait. Donc, je pense que vous avez un CV impressionnant, spectaculaire, et d'ailleurs, on le comprend très vite quand vous parlez du sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le SARS-CoV-2, comment il agit, comment il crée la maladie dans le corps humain, et notamment par la perturbation et l'emballement du système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est très connu quand on a fait médecine. C'est quelque chose, c'est d'une grande banalité, mais dont absolument personne ne parle sur les médias, rien, personne ne parle de ça. Et vous, je vous ai entendu parler, sincèrement, j'ai été vraiment, vraiment impressionné, parce que vous connaissez la mécanique par cœur et avec une précision impressionnante. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le système rénine-angiotensine-aldostérone? En quelques mots, s'il vous plaît, pour que les gens puissent comprendre, avec l'importance, bien sûr, comment le virus se fait pour perturber et emballer la production d'angiotensine, tout ça. Oui. Alors, déjà, merci de m'avoir invité.
à vous parler aujourd'hui, ça c'est la première chose. Alors oui, le système rénine-angiotensine, qu'on connaît aussi sous le nom de système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est un système ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on le retrouve vraiment partout dans le corps humain. Vous voyez, on le retrouve au niveau du cerveau, du cœur, du foie, des poumons, de la rate, je vais dire du système vasculaire, de la thyroïde, du foie. Enfin, il est vraiment présent absolument dans tous les organes et tissus. Et il est impliqué dans toutes les fonctions autonomes, rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. Il pilote également l'immunité innée et les différentes flores microbiennes, hein, dont la flore intestinale, qui est le deuxième cerveau. Voilà, donc c'est un système qu'on retrouve vraiment clé pour le fonctionnement de tous nos organes et tissus de façon automatique. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour respirer, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour faire battre votre cœur. Ben, c'est le système rénine-angiotensine qui gère en fait toutes ces fonctions automatiques. Voilà. Donc, vous voulez que je vous précise davantage comment il fonctionne? Alors, ce système que l'on retrouve un petit peu partout, qui est responsable de toutes ces fonctions automatiques, en fait, ça part en fait du foie, hein, avec une production d'une molécule qui s'appelle l'angiotensinogène. Et puis, vous avez donc le rein qui produit une enzyme qui s'appelle la rénine. Et cette rénine va dégrader l'angiotensinogène pour donner l'angiotensine 1, qui est une hormone du corps humain. Cette angiotensine 1, à son tour, va être dégradée par un autre récepteur qui s'appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 1, pour donner l'angiotensine 2, qui est une autre hormone. Et cette angiotensine 2, c'est la clé des maladies Covid, si vous voulez, parce que cette angiotensine 2, normalement, est dégradée par un récepteur qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, pour donner une autre hormone qui s'appelle l'angiotensine 1,7. Et justement, ce récepteur ECA2, qui est la cible de l'angiotensine 2, si vous voulez, va être perturbé parce que la protéine spike du virus SARS-CoV-2, ou bien alors la protéine spike du vaccin, va pouvoir reconnaître ce récepteur et donc interagir avec ce récepteur ECA2. Et lorsque les protéines spike virales ou vaccinales interagissent avec ce récepteur ECA2, elles vont gêner la dégradation en fait de l'angiotensine 2 qui va être en excès et va suractiver un récepteur qui s'appelle AT1R. Et ce récepteur AT1R, c'est lui qui est responsable justement des maladies Covid, puisque c'est un récepteur qui est extrêmement important pour le fonctionnement du corps humain. Mais justement, lorsqu'il est suractivé par cet excès d'angiotensine 2, à ce moment-là, il va avoir des tas d'effets délétères, puisque c'est un récepteur qui est pro-hypertenseur, donc il va faire une contraction des vaisseaux sanguins, hein, une hypertension. Il va être également pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va provoquer un orage de cytokines avec une libération de cytokines pro-inflammatoires, hein, comme les interleukine 1, interleukine 1 bêta, interleukine 6, interféron gamma, TNF alpha. Il va être aussi prothrombotique, c'est-à-dire qu'il va lancer des thromboses. Il va également être pro-angiogénique, c'est-à-dire qu'il va permettre une vascularisation plus importante, donc une croissance des vaisseaux sanguins et donc une vascularisation plus importante de tumeurs, voire de cancers, donc il va pouvoir lancer des cancers. Il va être également pro-hypoxémique, c'est-à-dire qu'il va faire chuter la charge en dioxygène des globules rouges. Donc, ce dioxygène est très important parce qu'il permet de faire fonctionner les cellules des tissus et les divers organes. Donc, il va être également pro-hypoxique, c'est-à-dire qu'il va provoquer un déficit en fait, d'alimentation des cellules, des tissus et des organes en dioxygène. Ce récepteur AT1R suractivé va être également pro-oxydant, donc il va induire un relargage de particules réactives de l'oxygène qui vont être délétères puisqu'elles mettent les cellules en apoptose, hein, c'est-à-dire en mort cellulaire programmée, et ça va également pouvoir les mettre en dysfonctionnement autophagique. Ce récepteur AT1R va également être pro-fibrosant, donc il va pouvoir induire une fibrose d'organes, hein, comme le cœur et les poumons, et donc c'est une modification généralement qui est irréversible. Vous avez ce récepteur également AT1R suractivé qui va être pro-hypertrophiant, hein, puisqu'il va pouvoir
faire grossir des organes, puisque le système rénine-angiotensine est impliqué donc, dans la différenciation et la prolifération cellulaire. Et puis, une autre action connue donc, de ce récepteur suractivé, c'est une chute de la production de monoxyde d'azote, le fameux NO, qui est important puisqu'il est impliqué dans divers phénomènes inflammatoires, immunitaires et aussi mnésiques, cognitifs, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans les fonctions cérébrales. C'est pour ça que les personnes qui ont le Covid peuvent avoir des troubles de la mémoire ou des troubles cognitifs. Donc, vous voyez que c'est un récepteur qui est très délétère parce qu'il est capable de faire plein de choses en activant des tas de voies de signalisation cellulaire. Voilà. Je tiens à rappeler, c'est une information très importante, que vous avez expliqué dans le détail tout ça en 2020 et que tout ceci a été publié dans votre... Donc, c'est sur le site info du jour. Donc, le Covid-19, les articles censurés de Jean-Marc Sabatier, 2020, 2021, 2022, plus de 10 millions de lectures. Et malgré ça, il y a eu une omerta assez spectaculaire sur vos travaux, vos découvertes. Deuxième question, comment l'atteinte de ce système SRAA peut expliquer la variabilité très importante de la dangerosité du Covid, notamment avec l'âge, mais pas que avec l'âge. On sait que les enfants ne sont presque pas touchés. Oui. C'est curieux. Et certaines personnes, ça ne leur fait pas grand-chose non plus. Donc, oui. Est-ce qu'il y a une explication est-ce que le système rénine-angiotensine l'explique? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le système rénine-angiotensine, c'est un système qui varie au cours de la vie. C'est-à-dire que quand vous naissez, quand vous êtes un bébé, votre système rénine-angiotensine est différent de celui que vous avez lorsque vous êtes enfant, adolescent, adulte ou une personne âgée. Il évolue vraiment en permanence au cours de la vie. Et il faut savoir aussi qu'il n'est pas le même, en fait, chez un homme et chez une femme. Puisque notamment le gène qui code pour le récepteur ECA2, qui est un récepteur clé, puisque c'est celui-là qui est reconnu par la protéine spike du SARS-CoV-2 et qui est également reconnu par l'angiotensine 2, qui se trouve donc en excès, qui va suractiver le récepteur AT1R. Ce récepteur-là est codé par un gène qui se trouve sur le chromosome X, donc sur un chromosome sexuel. Pour les enfants, effectivement, qui font pas du tout de forme grave de la Covid, pour lesquels l'infection au virus SARS-CoV-2 est bénigne, en fait, il faut savoir qu'ils ont un système rénine-angiotensine qui est très différent. En fait, plus on est jeune et moins on est susceptible, en fait, de faire des formes graves de la Covid, notamment quand on est très jeune, puisque ce système rénine-angiotensine est très différent. Par exemple, au niveau des voies aériennes supérieures, vous avez surtout une biodistribution qui change des différents récepteurs, des différents acteurs en fait, du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire à la fois les ligands tels que l'angiotensine 1, l'angiotensine 2, et puis aussi les récepteurs comme par exemple AT1R, AT2R, mais il y a d'autres récepteurs qui sont impliqués dedans. Par exemple, vous avez AT4R, vous avez MRGD, vous avez MASR, enfin bon, il y a toute une série de ligands, en fait, de récepteurs qui sont impliqués dans le système rénine-angiotensine. Et chez les bébés, chez les enfants, donc ces voies aériennes supérieures sont très riches donc en récepteurs AT2R. Contrairement aux adultes ou aux personnes plus âgées, où on retrouve essentiellement du récepteur AT1R. Alors, cette angiotensine 2, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est capable de reconnaître aussi bien le récepteur AT1R que le récepteur AT2R. Mais l'angiotensine 2 a une affinité beaucoup plus grande pour le récepteur AT1R que AT2R. Et AT1R donc, a une activité qui peut être très délétère quand ce récepteur est suractivé, notamment parce qu'il est pro-hypertenseur, pro-inflammatoire, pro-oxydant, pro-angiogénique, pro-hypoxémique, pro-hypoxique, pro-hypertrophiant, pro-fibrosant, et il fait chuter le monoxyde d'azote. Mais vous avez le récepteur AT2R qui, lui, fait exactement l'inverse. Et il est également ciblé par l'angiotensine 2, mais avec une affinité plus faible que l'affinité qu'a l'angiotensine 2 pour le récepteur AT1R. Et ce récepteur, lui, AT2R, il fait complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il est anti-hypertenseur, il est antioxydant, c'est-à-dire qu'il est réducteur, il est anti-inflammatoire, antithrombotique, anti-angiogénique,
anti-hypoxémique, anti-hypoxique, antifibrosant, anti-hypertrophiant, et il augmente la production de monoxyde d'azote. Donc, vous voyez qu'il fait complètement l'inverse. Et c'est également le cas d'autres récepteurs, comme les récepteurs AT2R, AT4R, MRGD, MAS-R, qui ont aussi des effets qui s'opposent complètement en fait à l'action du récepteur AT1R suractivé, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués en fait dans une régulation négative du récepteur AT1R. Donc, je pense que les auditeurs ne vont pas trop suivre parce que c'est un petit peu complexe, mais disons que ce qu'il faut savoir, c'est que le récepteur AT1R suractivé correspond à une suractivation du système rénin-angiotensine qui est délétère parce qu'elle entraîne des tas de pathologies. À l'inverse, en fait, d'autres récepteurs sont naturellement impliqués dans la régulation négative de la suractivation de ce récepteur, c'est-à-dire que le récepteur AT1R accélère le système rénin-angiotensine, ces autres récepteurs AT2R, AT4R, MAS-R, MRGD, eux freinent le système rénin-angiotensine et donc s'opposent aux effets délétères, soit du virus lors d'une infection naturelle, soit de la protéine spike qui provient donc du virus, soit des injections vaccinales, notamment ARN messager, qui font produire de la protéine spike justement par les cellules qui reçoivent les compositions vaccinales. Voilà. En fait, je voulais rappeler à nos auditeurs que ça a l'air complexe, mais il faut qu'ils comprennent un truc très simple, c'est qu'en fait, c'est des petites molécules, c'est des hormones ou des petits trucs tout petits, c'est comme des clés qui vont se mettre sur des serrures et qui vont activer une fonction. Voilà, une fonction ou son inverse, sur un autre récepteur. C'est le fonctionnement du corps humain, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Système nerveux, c'est pareil. C'est tout le temps ces petits trucs. Donc, il faut réfléchir très simplement en système clé-serrure. C'est-à-dire, vous mettez une clé, ça va vous ouvrir une serrure qui va ramener tel produit, telle action, telle fonction dans l'organisme. Donc, c'est pas... Après, bon, c'est vrai que vous citez beaucoup de molécules. Après, bon, ceux qui sont dans le domaine médical, ils comprendront. Les autres, ne paniquez pas. C'est très simple à comprendre. Oui. Voilà. Une autre chose importante à savoir, c'est que les enfants, les bébés, ont un système protecteur particulier qui s'appelle BALT. C'est un système protecteur des bronches et justement qui permet la clearance, c'est-à-dire l'élimination des microbes. Donc, il y a une protection supplémentaire qui disparaît avec l'âge. Et les enfants aussi ont une particularité, c'est qu'ils ont une immunité innée qui est très puissante, contrairement aux adultes. Si vous voulez, dans l'immunité, vous avez deux parties, vous avez deux bras armés. Vous avez l'immunité donc innée dans le système immunitaire et vous avez l'immunité adaptative ou acquise. Donc l'immunité innée, elle repose sur certains types cellulaires qui sont les monocytes circulants, les macrophages, les cellules dendritiques, les granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes et les cellules NK, qui sont des cellules tueuses, hein, les cellules natural killer, qui se trouvent à l'interface de l'immunité adaptative ou acquise. Donc, en fait, cette immunité innée, elle est responsable de la lutte immédiate contre les microbes. C'est-à-dire que quand vous êtes infecté par un microbe, c'est la première immunité de votre organisme qui se met en route immédiatement parce qu'elle n'a pas besoin de division cellulaire et elle est très puissante. Hein. C'est une immunité cellulaire qui est accompagnée aussi de l'activation d'un autre système qui s'appelle le système du complément, hein, qui est une aide aussi à l'immunité innée, qui fait partie de l'immunité innée et qui inclut un certain nombre de protéines. Et donc, cette immunité est immédiate, elle est non spécifique, c'est-à-dire que ça va être la même, en gros, quel que soit le microbe, que ce soit un virus, un parasite, une bactérie ou un champignon. Et puis, dans un second temps, cette immunité innée va lancer une immunité adaptative ou acquise qui repose sur les lymphocytes B qui produisent des anticorps et des lymphocytes T, à la fois des lymphocytes CD4 auxiliaires qui coordonnent la réponse immunitaire et des lymphocytes CD8 cytotoxiques qui vont attaquer les cellules qui vont exprimer un ou plusieurs antigènes microbiens. Et donc, cette immunité adaptative est lancée par l'immunité innée à peu près au bout de 4 jours. Et l'ensemble constitue en fait le système immunitaire. Et ce qui se passe, c'est que le système rénin-angiotensine, il pilote l'immunité innée, c'est-à-dire qu'il contrôle cette immunité innée qui lance aussi l'immunité adaptative ou acquise. Ça veut dire que quand vous avez une suractivation du système rénin-angiotensine, vous déréglez cette immunité innée et du coup, vous déréglez également l'immunité adaptative ou acquise. Ça veut dire que vous faites une déficience du système immunitaire. Et là, c'est grave, c'est que en fait, lorsque
système rénine-angiotensine est dérégulé, c'est-à-dire quand il est suractivé, soit par le virus, soit par la protéine spike vaccinale, à ce moment-là, vous pouvez avoir une immunodéficience qui correspond en quelque sorte à un sida. Alors, le mot fait peur, bien sûr, parce que c'est un syndrome d'immunodéficience acquise, mais cette immunodéficience acquise n'est pas reliée à une infection au virus VIH, mais dénote simplement une déficience du système immunitaire. Et c'est ce que provoque, en fait, une infection au SARS-CoV-2, voire, dans certains cas, une vaccination anti-Covid. Et généralement, ce sont des personnes qui font des formes plus ou moins sévères de la Covid. Ce sont des personnes qui ont déjà des problèmes avec le système rénine-angiotensine. C'est-à-dire souvent, ce sont des personnes qui ont une déficience, une carence ou une insuffisance en vitamine D, parce que la vitamine D est très importante parce qu'elle freine le système rénine-angiotensine et l'empêche de s'emballer, puisque c'est un inhibiteur de la rénine qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui est le précurseur de l'angiotensine 2 qui est en excès suractif sur récepteur ATR. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une supplémentation importante en vitamine D pour éviter justement des effets trop graves d'une infection au SARS-CoV-2, voire d'une vaccination. Et puis en plus, c'est très bien parce que ça protège aussi, ça permet un bon fonctionnement du système immunitaire, parce que cette vitamine D, donc, elle permet un bon fonctionnement des cellules du système immunitaire. Et il faut savoir que quand vous avez un dérèglement du SRA, à ce moment-là, vous êtes sujet à avoir des maladies auto-immunes ou à avoir des cancers ou à avoir, par exemple, de l'hypertension ou de l'obésité, puisque ce système, justement, pilote ces fonctions. Et donc, les personnes qui ont une comorbidité, c'est-à-dire qui font de l'hypertension, qui sont obèses, qui ont une maladie auto-immune ou un cancer, ben, ils ont déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Et donc, lors d'une infection au SARS-CoV-2, voire lors d'une vaccination, ben, ces personnes peuvent avoir une sensibilité donc exacerbée justement au dérèglement du SRA. Évidemment, il y a aussi le polymorphisme du SRA qui est important, parce qu'on n'est pas tous égaux au niveau du SRA. Il y a un polymorphisme génétique qui est important, notamment au niveau des récepteurs et des molécules qui sont impliquées dans ce système, qui font qu'on est plus ou moins sensible. Il y a des gènes aussi, par exemple, HLA-B27, on sait que c'est un gène de sensibilité à faire une infection potentiellement plus grave de la Covid en cas d'infection au SARS-CoV-2, justement, des formes plus graves, justement, parce que ce gène confère une certaine sensibilité au virus. Voilà. D'ailleurs, c'est toujours le même problème de cette phénoménale variabilité biologique chez l'homme, alors qu'on va vouloir injecter exactement le même produit sur tout le monde. C'est pas très pertinent, à mon sens. Oui. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a, quand vous expliquez très bien la mécanique, on a l'impression qu'on a affaire à des rigolos, à des apprentis sorciers, à des fous qui s'amusent avec une machinerie très complexe en la simplifiant au maximum, en expliquant que oui, il suffit de mettre. D'ailleurs, c'est résumé à l'immunité humorale, anticorps, 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 anticorps. L'immunité cellulaire n'existe pas dans le jargon covidiste. Et toute cette mécanique, SRA, etc., ben, personne n'en parle. Parce que pourquoi, selon eux, si j'injecte un ARN qui va fabriquer la spike, le corps reconnaît la spike, c'est fini le Covid. Mais ça ne marche pas comme ça dans une cellule humaine, eucaryote, où il y a 1 million d'opérations opérations chimiques par seconde. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça nécessite justement les fameuses 10 années de fabrication du vaccin, alors qu'on en a utilisé que 3 mois, quoi. Tout à fait. Tout à fait. On entend tout le temps parler des anticorps neutralisants en disant, bon, ben, les injections des vaccins ARN messagers vont faire produire de la protéine spike, donc modifiée par traduction des ARN messagers, donc en protéine spike, et tout le monde parle effectivement des anticorps neutralisants qui vont être capables de neutraliser
donc le virus. On parle justement des rappels vaccinaux permettant d'augmenter la proportion d'anticorps neutralisants, et puis on semble complètement oublier le reste. Or, la réponse immunitaire, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il y a l'immunité humorale, hein, qui est celle des anticorps, mais il y a aussi l'immunité cellulaire, et c'est pas la moindre. Hein. L'immunité cellulaire, elle peut être plus puissante que l'immunité humorale, et d'ailleurs, les enfants, les très jeunes enfants, n'ont pas d'immunité. Quand ils sont très jeunes, ils n'ont pas d'immunité justement basée sur ces anticorps neutralisants. Hein. Donc, disons que c'est très restrictif. Hein. Il y a une vue en fait de l'immunité qui est très restrictive en parlant de ces anticorps neutralisants. D'autant plus que lorsqu'on présente au système immunitaire la protéine spike, on produit des anticorps neutralisants, hein, soit, mais on produit également des anticorps dits neutres et surtout maintenant des anticorps facilitants. C'est-à-dire que ces anticorps facilitants, ils vont faire exactement l'inverse des anticorps neutralisants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas neutraliser l'infection, mais au contraire, ils vont faciliter l'infection justement des personnes qui auront été vaccinées par des souches ultérieures, donc des variants d'Omicron, lorsque ces personnes seront exposées de nouveau au virus. Donc, on va avoir exactement l'effet inverse de celui attendu, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une neutralisation, c'est-à-dire une protection des personnes qui ont reçu les injections vaccinales, mais au contraire, on va faciliter leur infection. Et c'est effectivement ce qu'on observe. On peut voir lors des rappels de 3e, 4e, 5e dose, on peut voir un grand pic d'infection justement des personnes qui ont reçu ces injections vaccinales. Et en fait, c'est dû à la présence de ces anticorps facilitants qui font l'inverse des anticorps neutralisants. Alors, ça s'explique par un phénomène très simple, justement. Hein, c'est un phénomène qui s'appelle ADE, qui est la facilitation de l'infection par les anticorps produits. En fait, vous avez des anticorps qui sont capables de reconnaître la particule virale au cours de l'infection, hein, en se fixant justement sur la protéine spike. Et vous avez les cellules de l'immunité innée, hein, dont les cellules dendritiques, les macrophages, qui sont capables de reconnaître le complexe anticorps particule virale via un récepteur qui s'appelle Fc gamma R2A ou R2B, voire R3A. Et en fait, ces cellules de l'immunité innée, macrophages, cellules dendritiques, etc., veulent neutraliser justement le microbe, hein, donc ici le SARS-CoV-2, en s'attaquant donc à ce complexe donc particule virale qui aura fixé l'anticorps. Et en fait, ça va faire l'inverse, c'est-à-dire en voulant l'attaquer, ces cellules vont s'infecter parce qu'elles vont reconnaître justement via ce récepteur la partie constante des anticorps. Et donc, ça contribue à augmenter, à élargir en fait l'infection au SARS-CoV-2 et ça a un effet donc délétère. C'est pour ça que il y a ce phénomène ADE qui est problématique parce que justement il fait l'inverse de ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'on n'a pas une protection contre l'infection virale, mais au contraire on a une facilitation de l'infection virale. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire au-delà du phénomène ADE, on devrait parler du phénomène ERD, qui est la facilitation des infections virales, des infections respiratoires. Parce que le phénomène ERD, il inclut aussi l'ADE, c'est-à-dire la facilitation de l'infection via les anticorps. Et lui, il s'adresse à tout ce qui ne concerne pas, disons, les anticorps. Hein. Il s'occupe des anticorps aussi, puisqu'il inclut le phénomène ADE, mais il gère aussi ce qui n'est pas directement dépendant des anticorps, c'est-à-dire, l'immunité à médiation cellulaire, hein, l'immunopathologie à médiation cellulaire, donc en fait tout ce qui va favoriser le processus infectieux, hein. Ça va être par exemple l'inflammation, la production des cytokines inflammatoires, etc. Enfin tous les phénomènes qui vont être à la faveur du virus et qui va contribuer donc à faire une infection plus importante et souvent plus grave de la Covid-19. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous poser une question concernant la spicule, la spike, la protéine. Oui. C'est une protéine ou un peptide? Alors, la protéine spike, c'est une protéine, hein, elle fait 1273 résidus d'acides aminés. Donc, oui. Pour les auditeurs, en fait, vous savez, les protéines, c'est comme un collier de perles. Et ici, il s'agit d'un collier qui est constitué de 1273 perles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque perle peut être substituée par 19 autres types de perles, c'est-à-dire qu'on connaît 20 perles naturelles. En fait, on en connaît plus, mais ce sont des acides aminés exotiques, disons des perles qui sont un petit peu spéciales, mais disons que naturellement, on connaît 20 types de perles. Et donc, ça veut dire que chaque perle de ce collier peut être substituée par 19 autres types de perles.
Et là, donc, Donc, vous avez 1273 perles. Et dans la protéine spike vaccinale, il y a deux de ces perles qui ont été modifiées. Ce sont les perles qui sont en position 986-987. Elles ont été substituées par des résidus de proline qui sont des aminoacides et qui ont une structure particulière parce que ce ne sont pas des acides aminés normaux. Ils sont particuliers parce que ce sont des aminoacides. Donc, ils ont en fait une fonction NH par rapport à une fonction alpha-amine primaire, alpha-NH2. Et concrètement, qu'est-ce que ça indique? C'est que la juxtaposition de ces deux perles, en position 686-689, fait que les liaisons en amont de ces perles existent soit en cis et en trans, et ça veut dire que le collier de perles, au niveau de ces deux perles, peut adopter quatre orientations dans l'espace. Et ça a des répercussions importantes parce que la protéine spike, qui est produite par les vaccins ARN messagers, la protéine S, normalement s'associe par 3. Donc ce sont des trimères de protéines S qui forment la spicule du virus. La spicule, c'est la protéine de pointe du virus, qu'on appelle la protéine du pointe. C'est la pointe du virus. Et en fait, c'est une association de 3 protéines S. Et lorsque ces 3 protéines S s'associent pour former la spicule, cette spicule est capable de reconnaître le récepteur ECA2 et donc de gêner la dégradation de l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et donc, cet excès d'angiotensine 2 va suractiver le récepteur AT1R qui va provoquer toutes ces maladies Covid, justement, parce que ce récepteur AT1R se retrouve sur toutes les cellules épithéliales, endothéliales, les cellules nerveuses, des cellules du système immunitaire, et donc vont pouvoir justement déclencher des voies de signalisation cellulaire qui vont être délétères, et donc en cas de suractivation de ce système rénine-angiotensine. Voilà. Donc, on a ici une volonté de changer. Ils auraient pu reprendre exactement la même protéine. Oui. Ils auraient pu le faire. Oui, en fait, ce qu'ils ont voulu faire en changeant ces deux résidus par des résidus de proline, donc en position 986-987, ce qu'ils ont voulu faire, c'est maintenir la protéine spike dans une conformation préfusionnelle. Alors, ils ont fait ça, en fait, parce qu'ils ont voulu exposer un domaine qui s'appelle le RBD, c'est le Receptor Binding Domain. C'est la zone de la protéine spike qui rentre en interaction avec le récepteur ECA2. Et ils ont voulu exposer ce domaine RBD pour que le système immunitaire soit capable de bien le voir et donc de produire des anticorps neutralisants contre cette région. Ils ont voulu, en fait, mobiliser le système immunitaire contre ce domaine justement RBD, dont on sait que les anticorps sont préférentiellement neutralisants. Le seul problème, c'est qu'ils ont mis des prolines à la place des deux résidus qui ont été mutés, et que ces deux prolines peuvent adopter avec l'acide aminé, donc en position N-1, l'acide aminé adjacent, c'est-à-dire avec la perle adjacente. Cette liaison peut être en configuration cis ou en configuration trans. Donc, il y a deux formes isomères. Ça veut dire qu'au niveau des résidus de proline, vous avez 4 possibilités, soit 6-6, soit trans-trans, soit 6-trans, soit trans-6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 4 orientations possibles du collier au niveau de ces deux résidus. Et donc, ça favorise en quelque sorte la possibilité que ces protéines spike soient capables de s'associer en trimère. Et si elles s'associent en trimère, ça veut dire qu'elles vont avoir une plus grande probabilité de s'associer, de reconnaître en fait le récepteur ECA2 et donc de faire la même chose que le virus, c'est-à-dire de gêner la dégradation d'angiotensine 2 parce que ces protéines spike vaccinales associées en trimère vont être capables de reconnaître le récepteur ECA2, de se fixer dessus et donc de gêner la dégradation de l'hormone angiotensine 2 et donc de faire comme le virus qui se fixe en fait sur ce site récepteur. Et donc ça, c'est un problème, c'est ce qu'ils auraient dû vérifier justement avec ces vaccins, c'est-à-dire qu'ils auraient dû vérifier que cette protéine spike vaccinale ne soit pas capable de reconnaître le récepteur ECA2, parce qu'à ce moment-là, elle est capable d'exercer des effets délétères. Bon, si on ne tient pas compte, bien sûr, des nanoparticules lipidiques, qui sont également dans les compositions vaccinales donc de ces vaccins ARN messagers, et qui sont également problématiques, parce qu'elles ont aussi une certaine toxicité, notamment parce qu'elles peuvent être captées par différents organes, y compris les organes reproducteurs, la rate, etc., également
le foie, voire le cerveau, et qu'elles sont également capables, ces nanoparticules lipidiques, de franchir des barrières qu'elles ne devraient pas franchir, hein, comme par exemple la barrière placentaire, la barrière hémato-encéphalique. Il y a également d'autres problèmes qui sont dus non pas à l'ARN messager lui-même qui va être traduit en protéine spike qui est problématique puisque la protéine spike est délétère, mais également par la présence donc, de ces nanoparticules lipidiques qui en elles-mêmes sont aussi délétères. Voilà. Je vous ai entendu dire que ces brins d'ARN messager étaient plus solides que les naturels, ce qui permettait 2 voire 3 passages dans les ribosomes. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? En fait, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, l'ARN messager, il se lie une seule fois par une usine qui va fabriquer la protéine et puis il meurt, il se dégrade et il est récupéré par le système cellulaire. Mais là, l'ARN artificiel, apparemment, il est beaucoup plus solide. Et d'ailleurs, c'est directement lié à la 4e question. Est-ce que vous trouvez normal d'injecter, alors c'est les chiffres que j'ai eus il y a quelques mois, même il y a 2 ans, il y a plusieurs milliards de brins d'ARN messager et je crois que les Moderna sont plus dosés que les Pfizer. Oui, les Moderna, dans le vaccin Moderna, donc le Spikevax, il y a une injection de 100 microgrammes d'ARN messager. Alors pour le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech, c'est 30 microgrammes. Mais ça dépend aussi de l'âge, c'est-à-dire de 5 à 12 ans, ils injectent un tiers de la dose et en dessous de 5 ans, c'est un dixième de la dose, c'est-à-dire 3 microgrammes. Mais est-ce que vous ne trouvez pas excessif plusieurs milliards? Enfin, il n'y a aucun être humain qui va rencontrer plusieurs milliards de virus d'un coup. Ça n'existe pas. Tout à fait, oui. En plus, qui vont être produits à 2-3 reprises par les ribosomes, donc on multiplie la dose, et en plus, on multiplie les doses de rappel. Donc, il y a quelque chose de pas très scientifique là-dedans. Ah oui, ben là, oui, c'est un peu n'importe quoi. Ben, on le voit déjà parce que le vaccin Moderna, il est plus que 3 fois plus dosé quand même que le vaccin de Pfizer. Donc il y a déjà un problème, hein, puisque tous les deux vont coder pour la protéine spike. Donc c'est quand même plus de 3 fois plus en quantité de protéines spike produites. Mais il faut savoir que ces protéines spike, bon, elles vont être produites donc par la machinerie des ribosomes, mais un ribosome, normalement, un ARN messager naturel, il va pouvoir produire généralement une protéine spike. Donc, bon, s'il est amené donc, à traduire un ARN messager donc, qui code pour la protéine spike, mais il peut en traduire quand même 3, 4, voire 5. Parce que ce qui se passe, c'est que sur un même ARN messager, il peut y avoir plusieurs ribosomes qui sont à la queue leu-leu et qui peuvent traduire un peu en simultané, un petit peu décalé, cet ARN messager. Donc, une fois que l'ARN messager a été traduit et que ces ribosomes, ces ARN de transfert ont pu donc traduire cet ARN messager, à ce moment-là, il y a la machinerie cellulaire qui ordonne une dégradation par des exosomes, donc des RNAs qui vont dégrader en fait l'ARN messager. Donc, il va y avoir une dégradation de ces ARN messagers. Mais ce qui se passe, c'est que l'ARN messager vaccinal, donc, qui est utilisé dans ces vaccins ARN messagers, il a été totalement modifié par ses concepteurs. Donc, en aucun cas, on peut considérer qu'un ARN messager décomposition vaccinale de ces vaccins ARN messagers est comparable à un ARN messager naturel. Alors, parce que ces ARN messagers vaccinaux ont subi des tas de modifications. Parce que les concepteurs ont voulu faire en sorte qu'ils soient extrêmement solides, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dégradés facilement par le système des exosomes, donc par les RNAs. Ils ont voulu le stabiliser au maximum, justement pour qu'ils puissent produire facilement de la protéine spike qui ne soit pas dégradée. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté une queue de polyadénylation. Ça veut dire qu'ils ont rallongé en 3' l'extrémité de ces ARN messagers. Alors, la queue de polyadénylation, donc on rajoute des poly A, A c'est une base. Voilà, donc vous avez les bases, c'est adénine, thymine, guanine, cytosine, et puis vous avez la thymine qui est remplacée par l'uracile pour les ARN, alors que vous avez ATGC pour les ADN et AUGC pour
pour les ARN. Et donc, ils ont donc modifié cet ARN messager vaccinal en rajoutant cette queue de poly A. Alors, cette queue de poly A, elle est importante parce qu'en fait, plus elle est longue, et plus cet ARN messager va être stable, c'est-à-dire qu'il va être stabilisé, sa demi-vie va être augmentée, hein, puisqu'il y a une dégradation en fait de ces ARN messagers qui commence par l'extrémité 3', et justement, ça commence en quelque sorte à boulotter l'extrémité poly A. Hein. Donc cette extrémité poly A, elle peut aller jusqu'à 250 motifs poly A, hein, donc A d'adénine justement, ou adénosine, donc quand il y a justement le ribose dessus. Donc vous avez une chaîne qui est plus ou moins longue. Par exemple, cette queue poly A, elle est très longue pour l'ARN messager qui va coder pour l'hémoglobine, hein, parce que justement, on a besoin qu'il y ait beaucoup de traduction de l'hémoglobine, hein, justement, qui va servir à transporter donc l'oxygène au niveau des globules rouges. Et puis, par exemple, elle va être minime, elle va être même inexistante pour la traduction, justement, des ARN messagers qui vont coder pour les protéines basiques histones, justement, qui servent à protéger les acides nucléiques. Donc, si vous voulez, cette queue de poly A qui a été rajoutée dans les cas de ces ARN vaccinaux, elle est très importante parce qu'elle est importante pour l'efficacité de la traduction. Et puis, elle intervient aussi dans la maturation des ARN messagers, notamment parce qu'elle est capable de fixer des protéines qui interagissent avec une autre protéine qui agit au niveau 5', au niveau de la coiffe de l'ARN messager pour les stabiliser. Ça forme un espèce de demi-arc de cercle et ça permet justement une stabilisation de cet ARN messager pour qu'il puisse être ultérieurement traduit. Et puis, ils ont fait autre chose aussi, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté donc une coiffe qui stabilise aussi cet ARN messager, et puis ils ont utilisé aussi un code génétique qui est dégénéré. Vous savez, dans les bases, vous avez des couples justement qui se forment, c'est les couples AT et GC pour l'ADN, ou bien alors AU et GC pour l'ARN. Donc, ce sont les bases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le code génétique dégénéré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le code génétique dégénéré? C'est-à-dire que, en fait, vous avez des triplés de bases qui peuvent coder pour le même acide aminé. Et ils ont utilisé le fait qu'il y a plusieurs possibilités de triple codon de base pour coder le même acide aminé, pour conserver la structure primaire de la protéine spike, c'est-à-dire le même enchaînement des paires, le même enchaînement d'acides aminés, mais justement en modifiant ce triplet de base et en substituant, dès que c'était possible, une base par justement le G, donc la guanine ou la guanosine, si vous prenez le ribonucléoside, justement pour le stabiliser. Alors pourquoi? Parce que les couples G et C sont formés avec 3 liaisons hydrogènes, alors que les couples A et T ou A ou U, dans le cas des ARN messagers, justement, comportent uniquement 2 liaisons hydrogènes. Ça veut dire que les couples G et C sont plus stables, thermodynamiquement plus stables, justement, que les autres couples A et U. Donc, dès que possible, ils ont introduit à chaque fois un couple GC, c'est-à-dire qu'ils ont modifié justement ces triplés de base. Donc ça, c'est un problème. À la place des uracyles ou des uridines, l'uridine, en fait, c'est l'uracile avec le ribose, donc c'est le ribonucléoside. Voilà, alors que sur les ADN, c'est les désoxyribonucléosides avec le T qui va se substituer au U. Donc, dans le cas donc, des ARN, vous avez les uridines. Et ces uridines, elles ont été substituées par les concepteurs des vaccins ARN messagers par de la N1-méthylpseudo-uridine. Alors en fait, ils ont donc modifié justement en mettant un dérivé de pseudo-uridine. Il faut savoir que ce dérivé peut exister naturellement, mais dans des cas très particuliers, généralement, il n'existe pas, mais il existe dans certains cas. Et cette pseudo-uridine, elle est problématique. Pourquoi ? Parce qu'elle va être reconnue par la machinerie cellulaire, à la fois par les ARN de transfert, donc dans la machinerie des ribosomes qui permettent donc de traduire l'ARN messager en protéines, mais elle va être aussi reconnue par des DNA polymérases RNA dépendantes ou des RNA polymérases RNA dépendantes qui éventuellement vont être capables de faire la rétrotranscription de cet ARN messager
en ARN ou en ADN, donc en ARN double brin puis en ADN, ou en ADN monocaténaire puis ADN bicaténaire, pour pouvoir avoir une intégration dans le génome humain, dans le cas où le gène qui code, par exemple, pour la protéine spike des vaccins ARN messagers puisse s'intégrer dans le génome humain, ce qui n'est pas exclu. Hein. Tout le monde dit que c'est impossible, sauf Alexandra Orliankov et d'autres, mais en théorie, ce n'est pas impossible parce qu'on sait qu'il y a un système endogène qui s'appelle LINE1, intracellulaire, qui est capable de faire cette rétrotranscription. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la transcriptase réverse du virus VIH qui peut le faire, un système LINE1 qui permet donc une copie de l'ARN en ADN et qui permet une intégration ultérieure donc de cet ADN donc après bicaténaire et qui va pouvoir être intégré donc au génome humain. Donc c'est possible. Donc il faut savoir que ces enzymes, ces polymérases qui sont spécifiques des acides nucléiques et qui permettent donc la rétrotranscription de l'ARN messager en ADN, ces polymérases, elles sont capables de reconnaître la pseudo-uridine. Seulement, elles se trompent. C'est-à-dire qu'elles ne reconnaissent pas bien la pseudo-uridine et elles peuvent mettre comme partenaire, comme base partenaire, quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'elles devraient mettre. C'est-à-dire que virtuellement, elles peuvent mettre n'importe quelle des autres bases. Et ça a été démontré expérimentalement. Elle peut mettre aussi bien A que G, que C, donc elle peut tout mettre en quelque sorte. Et ça, il a même été démontré que, vous savez, vous avez un condor stop au niveau des ARN messagers qui font que la traduction en fait, de l'ARN messager s'arrête quand le ribosome rencontre, hein, l'ARN de transfert, rencontre en fait une séquence qui est UAA, UGA ou UAG, donc UAG. Ce sont des condor stops. Et ben, si vous remplacez le U par une pseudo-uridine, à ce moment-là, le système, l'ARN de transfert, ne reconnaît pas justement cette pseudo-uridine et il n'y a pas d'arrêt de la traduction de l'ARN messager, ce qui montre bien justement qu'il n'est pas capable de bien le reconnaître. Et il a été démontré expérimentalement que quand il y a une traduction avec une présence de pseudo-uridine, à ce moment-là, on pouvait avoir différents types d'acides aminés qui étaient incorporés. Ça veut dire que globalement, ça n'arrête pas la machinerie cellulaire, aussi bien la rétrotranscription que la traduction en protéines, mais par contre, ça montre que le système cellulaire n'est pas capable de bien le reconnaître. Et ça, c'est très grave, parce que comme ces pseudo-uridines sont utilisées actuellement dans les vaccins à ARN messager, ça veut dire que le système cellulaire peut se tromper. Et globalement, ça veut dire que, à la fois dans le cas d'une rétrotranscription et d'une intégration de l'ADN qui code pour la spike, justement dans le génome humain ou dans la traduction de la protéine spike, on peut avoir différents mutants de cette protéine spike. Alors, pour le système immunitaire, ce n'est pas vraiment un problème parce que plus il y a de mutants de protéine spike, et mieux le système immunitaire va être plus il va être performant dans la mesure où il va être capable de reconnaître un large éventail de protéines spike, donc il va avoir une capacité de neutralisation qui va être élargie. Le seul problème, c'est que quand on produit trop de protéines spike, on favorise la possibilité d'associer ces protéines spike en trimère, et quand elles s'associent en trimère, eh ben, elles seront plus de possibilités de reconnaître le récepteur ECA2 et donc de dérégler le système renin-angiotensine en gênant justement la dégradation de l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un excès d'angiotensine 2 comme en présence de virus et on suractive le récepteur AT1R et on va induire des tas de pathologies de la Covid. Voilà, donc il y a vraiment un problème au niveau de ces ARN messagers, c'est-à-dire que là, clairement, on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recul dessus, on ne comprend déjà pas comment c'est fait, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, et ça va plus loin, c'est que les experts qui analysent par bioinformatique les structures de ces acides nucléiques, ils disent que les ARN messagers vaccinaux doivent être traduits au moins en une vingtaine de protéines spike, voire 30, 40, voire une centaine, et peut-être 1000, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à établir en fait quelle va être l'efficacité traductionnelle de ces ARN messagers, c'est-à-dire le nombre en fait de protéines spike qui vont pouvoir être traduits à partir d'un ARN messager vaccinal, justement, parce que ces ARN messagers vaccinaux ont été tellement stabilisés qu'ils sont incapables de dire justement quelle va être sa capacité à être dégradée. Ça veut dire qu'un ARN messager normal, il va pouvoir traduire au maximum 4, disons, à 5
protéine spike, justement du fait qu'il peut y avoir plusieurs ribosomes à la queue leu sur le même ARN messager, et une fois que ces ribosomes ont traduit les 4-5 protéines spike, à ce moment-là, cet ARN messager va être détruit. Mais dans le cas de l'ARN messager vaccinal, ça va être tout autre, c'est-à-dire que lui, il ne va pas être dégradé donc après la traduction par cette ribambelle de ribosomes, et de nouveau, il va pouvoir subir un autre cycle de traduction, et on ne sait pas à quel moment il va être dégradé. D'autant plus qu'il y a cette queue de polyadénylation qui renforce cette stabilité et qui peut être un peu modulée à souhait, c'est-à-dire qu'ils peuvent la raccourcir ou la prolonger et donc influer sur la demi-vie en fait de ces ARN messagers. Donc, ils ont vraiment le défaut de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils sont trop stables. Et là, dans ce cas-là, c'est problématique parce que la machinerie cellulaire n'est pas bloquée, mais a du mal à reconnaître ces pseudo-uridines. Et c'est pour ça qu'on marche sur la tête, parce que ces pseudo-uridines, elles sont connues depuis quoi les premières publications, elles ont à peu près 11 ans. Donc, on n'a pas beaucoup de recul. Et toutes les données expérimentales qu'on a dessus, eh ben, elles sont pas, c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que c'est pas très favorable, justement. Hein. Ça montre qu'il y a des problèmes, et ces problèmes, à l'heure actuelle, sont pas résolus. Donc, c'est vraiment une folie. De lancer des injections de milliards d'individus. Hein. Il y a plus de 13 milliards d'injections vaccinales hein, qui ont été faites avec ces vaccins ARN messagers, en tout cas en théorie, quoi. Donc c'est grave, d'autant plus qu'actuellement, les autorités sanitaires et puis l'OMS, etc., enfin bon, il y a toutes ces sociétés qui fabriquent des vaccins ARN messagers, ont prévu de lancer des centaines de vaccins ARN messagers, de remplacer tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers. Je crois qu'à l'horizon 2030, ils considèrent qu'il va y avoir 500 nouveaux vaccins ARN messagers présents, hein, contre un peu tout, hein, la bronchiolite, y compris la myocardite. Hein, donc, c'est un petit peu le comble, mais bon. Voilà, donc là, il y a un réel danger parce qu'il y a un gros problème sanitaire hein, derrière, parce qu'on n'a pas du tout de recul, évidemment, sur ces vaccins ARN messagers, puisque, en fait, le seul recul qu'on a, c'est les injections qui ont eu lieu hein, depuis 2020 hein, avec ces vaccins ARN messagers. Et donc, on commence déjà à voir l'ampleur des dégâts hein, avec justement tous ces effets secondaires qu'on voit, hein, qu'on retrouve dans le drap vigilance en Europe ou le VAERS aux États-Unis. Et la sagesse voudrait qu'on arrête ces injections vaccinales et qu'on fasse des tests normaux hein, d'innocuité, etc. Et cela prendrait des années. En tout cas, je pense que c'est une folie de vouloir remplacer les vaccins actuels qui peuvent bien marcher. Il y en a certains qui marchent bien. On a un recul de 20 ans, 30 ans dessus. Il y a peu d'effets secondaires. Donc, il y en a certains qui sont corrects, quoi, hein, qui sont des vrais vaccins. C'est-à-dire qu'ils sont efficaces et puis qu'il y a une certaine innocuité qui est associée donc à leur utilisation. Ce qui n'est pas le cas des vaccins, des pseudo-vaccins actuels contre le SARS-CoV-2 qui sont ni efficaces et ni safe, hein, qui ont une toxicité intrinsèque en soi. Et donc, normalement, ils n'auraient pas dû être mis sur le marché. Voilà. Exactement. Concernant, moi, je me suis toujours posé une question toute bête. À partir du moment où mon organisme va fabriquer quelque chose, notamment le ribosome qui va fabriquer la spike, je vais demander à mon système immunitaire de reconnaître et de détruire cette spike. C'est la définition de la maladie auto-immune. Oui. Oui. Alors, c'est pas risqué de faire un truc pareil? Ah oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus risqué que ça s'adresse au système rénine-angiotensine. Parce que le système rénine-angiotensine, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, il gère les fonctions autonomes rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, mais il gêne les flores microbiennes, mais il gère également l'immunité innée. Et donc, ça, c'est un gros problème, parce que l'immunité innée, elle est très importante dans la réponse immunitaire, mais notamment, c'est elle qui gère la reconnaissance des protéines du soi et du non-soi. Ça veut dire qu'en fait, ces cellules de l'immunité innée, hein, donc je rappelle, hein, c'est les monocytes circulants, les macrophages, les cellules dendritiques, les différents granulocytes, hein, eosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes qui sont en fait également des granulocytes, et puis les cellules NK, les cellules natural killer. Donc ces cellules-là, elles sont chargées de faire la veille des molécules, des protéines microbiennes, hein, de repérer en fait les protéines étrangères qui sont censées être des protéines microbiennes ou bien alors qui peuvent être des protéines impliquées dans les développements de cancer.
Et donc, quand il y a un dérèglement du système rénine-angiotensine, donc une suractivation du système rénine-angiotensine, donc induite soit par la présence du virus, soit par la protéine spike vaccinale, vous avez un dérèglement du système donc rénine-angiotensine qui se traduit par un dérèglement de l'immunité innée. Et donc, quand les cellules de l'immunité innée sont déréglées, elles peuvent se tromper, c'est-à-dire qu'elles peuvent reconnaître comme étrangères des protéines du soi. Et quand elles reconnaissent comme étrangères des protéines du soi, à ce moment-là, elles peuvent déclencher une maladie auto-immune. Donc ça va loin, c'est-à-dire que ces rappels vaccinaux anti-SARS-CoV-2, ils peuvent déclencher des maladies auto-immunes. Et on a déjà des alertes qui sont lancées avec une augmentation depuis les injections vaccinales et les rappels vaccinaux, des augmentations de maladies auto-immunes. On voit que, par exemple, il y a une augmentation de sclérose en plaques, de sclérodermie, de polyarthrite rhumatoïde, d'hémophilie acquise, de diabète de type 1. Tout ça, ce sont des maladies auto-immunes. On voit même des fois des Guillain-Barré, c'est aussi auto-immun. Donc, il y a un certain nombre de pathologies auto-immunes qui apparaissent, qui explosent et qui sont liées justement au dérèglement du système rénine-angiotensine. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement la protéine spike, donc, qui est produite par ces vaccins ARN messagers, notamment contre le SARS-CoV-2, il provoque un dérèglement de cette immunité innée, mais les injections vaccinales qui sont vraiment très recommandées par les autorités sanitaires, par exemple, au-delà de 80 ans, ils recommandent une injection vaccinale supplémentaire tous les 3 mois. Il faut savoir que quand on injecte trop d'un antigène, donc avec des rappels vaccinaux répétés, on dépasse le seuil de criticité auto-organisée du système immunitaire et on induit immanquablement des maladies auto-immunes. Et ça, quel que soit l'antigène, c'est-à-dire non seulement la spike, mais quelle que soit la protéine auquel on s'adresse, et ça a été démontré dans un article qui a été publié dans PLOS ONE en 2008, c'est que quel que soit donc cet antigène vaccinal utilisé, si on en injecte trop, on provoque des maladies auto-immunes. Et là, on a la double peine, parce qu'en plus, ça s'adresse à la protéine spike qui, en elle-même, déjà dérègle l'immunité innée parce qu'elle dérègle le système rénine-angiotensine. Donc, je crois qu'il est vraiment urgent d'arrêter ces injections vaccinales parce que l'effet délétère n'est pas nécessairement immédiat. Il peut être observé qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça ne s'arrête pas au bout de 2 mois maximum. Vous voyez ? Justement, j'ai toujours eu cette question en tête. Mais bon, vous avez déjà répondu en partie. Quelqu'un qui s'est fait injecter, on va dire, une fois et qui ne veut pas se refaire injecter, est-ce qu'il peut espérer faire disparaître tout l'ARN messager au bout d'un certain temps? Ou est-ce que ça va être compliqué voilà. Oui, normalement, cette protéine spike, elle est dégradée. Bon, il y a des enzymes, des protéases qui permettent de la dégrader. Il y en a beaucoup qui parlent de natokinase, mais bon, la natokinase, c'est une activité de type subtilisine, mais c'est pas spécifique. Le problème, c'est quand on prend ces protéases, c'est pas du tout spécifique. Ça dégrade peut-être la protéine spike, mais ça dégrade toutes les protéines. Après, ça dépend justement de la structure primaire des protéines, mais c'est pas spécifique de la protéine spike. Bon, la natokinase, elle a un autre intérêt parce que elle favorise la fibrinolyse, donc elle empêche, disons, elle favorise disons, la dégradation d'éventuels caillots sanguins qui pourraient se former justement donc de thrombose, si la personne est à risque de thrombose. Mais normalement, donc, cette protéine spike se dégrade avec le temps. Alors, on ne sait pas combien de temps elle va être exprimée. On ne sait pas non plus, les ARN messagers, combien de temps ils vont être capables de traduire cette protéine spike. Donc, le problème est aussi là. Normalement, ils doivent être dégradés au bout d'un certain temps, mais on ne connaît pas leur durée de vie. On ne sait pas s'ils vont être dégradés au bout de 20, 30, 40, 100 cycles, 1000 cycles. Si ça va prendre des semaines, apparemment, c'est long parce qu'on détecte la présence de la protéine spike même 2 mois après les injections vaccinales. Ça veut dire qu'il y a encore des cellules qui sont capables de produire cette protéine spike. Mais normalement, elles doivent être dégradées. Voilà. Bon. Ça s'ajoute à d'autres problèmes comme... Il faut rappeler quand même que ces vaccins devaient être stockés à moins 70 degrés et in fine, ça a fini dans le bac à légumes. Il n'y a plus personne qui respecte rien. On avait acheté des super réfrigérateurs, oui, tout à fait, des fortunes. Il y a tout qui a disparu.
Il y a quelque chose de l'ordre du charlatanisme dans toute cette affaire qui vraiment est terrifiant. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes, effectivement. Complètement. Je voulais vous poser une question qui va intéresser énormément nos auditeurs, c'est le traitement. Vous parlez bien sûr de l'importance phénoménale de la vitamine D au bon dosage, attention, c'est très important. Vous parlez aussi du glutathion, de Nigella sativa, la dexaméthasone, on l'a su très vite puisque à un moment donné, il soignait les gens, et d'autres produits que vous préconisez, et j'aimerais bien que vous nous en parliez et en donnant bien sûr la posologie, parce que voilà, pour que les gens sachent comment… Bon, je dois préciser que je ne suis pas médecin, hein, donc je ne prescris pas, je peux donner un conseil par rapport au mode d'action du SRA. Alors, ce qui se passe, donc ce système rénine-angiotensine, quand il est dysfonctionnel, donc potentiellement, il peut attaquer tout type d'organes, hein, parce qu'il se retrouve dans tous les organes, parce qu'on le retrouve au niveau des cellules épithéliales, endothéliales, au niveau de tout le système vasculaire, au niveau du système nerveux, on le retrouve aussi sur les cellules du système immunitaire. Alors, la vitamine D, c'est vraiment la clé. Il faut avoir un taux en vitamine D qui est supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, les autorités recommandent un taux à 30 nanogrammes de calcidiol par ml. Alors, ce taux de 30 nanogrammes de calcidiol par ml, il est suffisant uniquement pour la calcification osseuse, hein, c'est-à-dire pour la minéralisation des os. Pour avoir une activité optimale de la vitamine D, il faut être plus haut que ça. Il faut être au-delà de 50 nanogrammes de calcidiol par ml, c'est-à-dire entre 50 et 80 nanogrammes de calcidiol par ml. Il faut savoir que la toxicité apparaît à partir de 150 nanogrammes de calcidiol, voire 200 nanogrammes de calcidiol par ml, sont les experts. Alors, juste pour détailler un petit peu cette vitamine D, la vitamine D que vous prenez, donc c'est de la vitamine D3. Vous pouvez prendre aussi de la D2 parce qu'elle marche aussi, mais la D3 est plus active. La D3, c'est le cholecalciférol. La D2, c'est l'ergocalciférol. La D3, c'est celle qu'on trouve dans les mammifères. La D2, c'est celle qu'on trouve dans les plantes, hein, dans certains champignons. Alors, cette vitamine D que vous prenez en ampoule ou en gélule, en fait, elle est inactive. Pour être active, elle doit être métabolisée 2 fois. Elle est métabolisée une première fois au niveau du foie, justement, par une enzyme qui va la transformer. Hein. Cette enzyme, c'est une 25-hydroxylase qui va transformer donc cette vitamine D3 en calcidiol, c'est-à-dire en 25-hydroxyvitamine D3. Le calcidiol, c'est la forme qui est dosée dans le sang. Quand vous demandez un dosage de vitamine D3 dans un laboratoire d'analyse médicale, en fait, il dose le calcidiol, c'est-à-dire la 25-hydroxyvitamine D3. Donc, cette 25-hydroxyvitamine D3, elle est inactive aussi. Donc, elle a besoin d'aller justement dans le rein, et dans le rein, elle va être modifiée par une autre enzyme qui est une 1-alpha-hydroxylase et qui va transformer donc ce calcidiol en 1-alpha-25-dihydroxyvitamine D3 qui est le calcitriol. Et le calcitriol, c'est justement cette forme active de la vitamine D3. Donc, c'est celle qui va reconnaître les récepteurs VDV qui sont à la surface des noyaux des cellules. Donc, c'est un récepteur qui n'est pas à la surface de la cellule, mais qui est au niveau du noyau cellulaire, hein, c'est-à-dire là où il y a l'information génétique. Hein. Dans le noyau cellulaire, vous avez les acides nucléiques, hein, vous avez l'ADN hein, qui est là. Et justement, ce récepteur à la vitamine D est à la membrane justement de ce récepteur. Donc, cette vitamine D, elle reconnaît, elle se fixe donc ce calcitriol, donc cette forme 2 fois modifiée de la vitamine D3, qui est la seule forme active hein, de la vitamine D, elle se fixe sur une molécule qui s'appelle l'acide rétinoïque X, et ça permet une translocation à l'intérieur du noyau cellulaire, et c'est là que la vitamine D va pouvoir agir sur les gènes, parce que la vitamine D, elle a une action qui est très importante sur les gènes. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une vitamine. D'ailleurs, ce n'est pas une vitamine, hein, c'est une pro-hormone sécostéroïde. En fait, elle est capable d'agir directement au niveau de l'ADN des cellules. Elle agit sur les gènes et elle va activer ou réprimer des gènes. Et le nombre de gènes qu'elle va activer ou réprimer, ça va complètement dépendre de votre taux sanguin, de votre taux plasmatique en vitamine D. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un taux supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml, parce que là, vous êtes au plein potentiel de la vitamine D, c'est-à-dire vous êtes au maximum de l'activité de la vitamine D, alors que vous n'êtes pas à 30 nanogrammes de calcidiol par ml. Parce qu'il a été démontré qu'à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, vous activez 291 gènes, dont la moitié de ces gènes sont impliqués dans l'immunité. Quand vous êtes au-delà
c'est-à-dire au-dessus de 50 nanogrammes de calcidiol par ml, vous activez jusqu'à 1000 gènes. Et actuellement, on a même déterminé qu'il y a 2000 gènes qui pouvaient être activés. Et c'est énorme, parce que 2000 gènes, ça représente entre 3 et 4% du génome humain. Le génome humain, c'est 22 500 gènes, et ben vous avez la vitamine D qui, elle, est capable de vous activer entre 3 et 4% du génome humain, ce qui est énorme. Alors, qu'est-ce que fait la vitamine D ? Elle freine le système rénine-angiotensine. Donc ça, c'est très important, parce que quand vous êtes infecté par le virus, ou bien que vous recevez une injection vaccinale, vous pouvez avoir une suractivation du système rénine-angiotensine, et c'est ça qui est délétère. C'est parce que ça active ATAR qui, lui, provoque les maladies Covid. Et bien, cette vitamine D, en inhibant la production de rénine, elle va freiner donc l'emballement du système rénine-angiotensine, parce qu'elle va empêcher l'angiotensinogène d'être transformé en angiotensine 1, qui est le précurseur de cette angiotensine 2, qui en excès va suractiver le récepteur ATR, qui est très délétère. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de vitamine D. Cette vitamine D, elle fait d'autres choses. Elle est impliquée dans la différenciation et la prolifération cellulaire. Cette vitamine D aussi, c'est le carburant des cellules du système immunitaire. Pour que votre immunité fonctionne, elle a besoin de vitamine D. La vitamine D, c'est le carburant des cellules du système immunitaire. Si vous n'avez pas assez de vitamine D, c'est-à-dire que si vous êtes insuffisant ou carencé en vitamine D, insuffisant, c'est inférieur à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, carencé, c'est inférieur à 12 nanogrammes de calcidiol par ml, et ben, votre système immunitaire ne peut pas bien fonctionner parce que vos cellules seront activées, mais l'activation ne va pas à son terme. Donc, en quelque sorte, vous êtes immunodéficient si vous avez trop peu de vitamine D. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, si elles ne se supplémentent pas en vitamine D, sauf en été, eh ben, à 80%, elles sont insuffisantes ou carencées en vitamine D. Ça veut dire que leur système immunitaire ne fonctionne pas bien. Alors, sa vitamine D, elle va bien au-delà, c'est-à-dire qu'elle est impliquée dans des tas de choses. Elle est impliquée aussi dans l'intégrité tissulaire, c'est-à-dire qu'elle agit au niveau de jonctions qui s'appellent les jonctions adhérentes et les jonctions serrées, qui favorisent les interactions intercellulaires des cellules. C'est-à-dire que ça permet une bonne intégrité des tissus. Et ça, c'est très important, notamment, par exemple, pour le tissu intestinal, hein, pour la barrière intestinale, parce que quand vous avez une bonne intégrité de cette barrière intestinale, eh ben, ça vous empêche justement un relargage de toxines, voire de bactéries qui passent dans votre circulation sanguine, hein, de votre système digestif, justement, dans la circulation sanguine, avec des relargages de toxines, de lipopolysaccharides, etc., qui peuvent être pro-inflammatoires et, dans tous les cas, délétères. Et donc, il faut renforcer ces jonctions qui sont d'ailleurs desserrées justement par une sécrétion qui va être induite par une molécule qui s'appelle la zonuline et qui agit sur les jonctions adhérentes et qui provoque justement une porosité de cette barrière intestinale. Donc, ça permet une meilleure intégrité tissulaire. Mais en plus, quand vous avez un bon taux de vitamine D, ça va vous faire fabriquer des molécules qui ont des activités antimicrobiennes. C'est-à-dire une prise de vitamine D va faire fabriquer à votre corps des molécules qui ont une activité antimicrobienne et notamment antivirale et contre les virus enveloppés et notamment contre le SARS-CoV-2. Et il y a plusieurs molécules qui ont été identifiées. Vous avez une famille de molécules qui s'appelle les bêta-défensines qu'on retrouve aussi chez les insectes, hein, notamment chez les scorpions, etc. Donc, ce sont des molécules qui ont une activité antimicrobienne. Vous avez aussi une molécule qui s'appelle la catélicidine LL37, qui a une activité contre le SARS-CoV-2. Vous avez une molécule qui s'appelle HBD2, hein, qu'on a caractérisée justement avec mes collaborateurs chinois là, du laboratoire de Wuhan, là, de virologie de Wuhan, en Chine. Donc, il y a un certain nombre de molécules qui sont produites justement parce que vous prenez de la vitamine D. Donc, elle a un rôle vraiment clé. Et on voit très bien que les personnes qui font des formes très sévères, justement de la Covid, hein, les formes les plus graves, voire mortelles, hein, qui sont en réanimation, qui sont sous oxygène, etc., à 95%, enfin, bon, la valeur qui avait statistique, c'était 93%, je vois l'analyse, mais en tout cas, c'est une très, très grosse majorité de personnes qui sont déficientes ou carencées en vitamine D. Donc, ça vous donne une certaine sécurité. Ça va prévenir de l'infection. C'est-à-dire que vous aurez 2 fois moins de chances d'être infecté par le virus SARS-CoV-2. Et en cas d'infection par le SARS-CoV-2, justement, ça vous empêchera d'évoluer vers des formes graves, voire mortelles de la Covid. Donc, il faut prendre de la vitamine D. Alors, cette vitamine D, ça va dépendre de votre poids. C'est-à-dire que si vous pesez 80 kg, il faut prendre jusqu'à 10 000 UI de vitamine D par jour. Généralement, l'idéal, c'est de prendre 4 à 5 000 UI de vitamine D par jour.
donc une prise journalière avec une gélule. Hein, c'est mieux que les ampoules, parce que les ampoules, c'est une prise toutes les 3 semaines, tous les mois, mais c'est plus efficace de prendre une prise journalière de vitamine D, donc qui est entre 4 et 5 000 UI pour un adulte avec un poids normal. Pour une femme, ça sera moins, ça sera de l'ordre de 3 000 UI. Pour un enfant, ça sera de l'ordre de 1 500 UI à 2 000 UI, suivant le poids. Il faut savoir que 40 UI, ça fait 1 microgramme de vitamine D. Donc, une prise journalière, c'est indispensable. Il faut coupler ça avec une prise de 300 mg de magnésium. Alors, pourquoi le magnésium? Alors, c'est très important de prendre 300 mg de magnésium chaque jour, pour une raison bien simple, c'est que 70% de la population manque de magnésium. Donc, une supplémentation en magnésium avec une gélule qui est dosée à 300 mg de magnésium, c'est très bien. Alors, pour quelle raison on prend le magnésium? Mais les gélules, excusez-moi, docteur, oui, les gélules, elles sont à 15, hein. Effizinc, Rubozinc, les gélules, elles sont à 15 mg. Oui, mais moi, je parle du magnésium. Hein. Pardon, oui, vous parlez du zinc, là? Oui, non, c'est du magnésium. Pardon. Oui, c'est-à-dire là, il y a la vitamine D, après il y a le magnésium, mais je vais venir au zinc. Oui. Alors, le magnésium, c'est 300 mg, l'idéal. Voilà. Les gélules, généralement, font 300 mg. Il y en a qui font 150 mg, mais l'idéal, c'est celles qui font 300 mg. Donc, il y a 70% des personnes qui manquent justement de magnésium. Alors, ce magnésium, il est très important pour plusieurs choses. D'une part, parce que justement, les deux enzymes qui permettent de transformer la vitamine D3 ou la vitamine D2 justement en calcidiol et calcitriol, et ben, ces deux enzymes, donc les 25 hydroxylases et les 1-alpha hydroxylases, ces enzymes utilisent comme cofacteur justement le magnésium. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de magnésium, à ce moment-là, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de transformation de la vitamine D3 ou du calcidiol en calcitriol. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez de la vitamine D, mais cette vitamine D bioactive, elle n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si vous ne preniez pas de vitamine D. En plus, évidemment, ce magnésium, il intervient au niveau de tas de voies physiologiques, et ces voies physiologiques sont aussi activées potentiellement par la vitamine D, hein, puisqu'elle active des tas de voies physiologiques, hein, puisqu'elle agit évidemment sur des tas de gènes, hein, jusqu'à 2000 gènes, voire même probablement plus, voilà, dont la moitié de ces gènes sont impliqués dans l'immunité. Donc, c'est important de prendre ce magnésium. Alors, il faut prendre aussi entre 15 et 40 mg journaliers de zinc. Donc, il y a des comprimés de 25 mg de zinc. Alors, le zinc est très important aussi. Alors, la population, en général, elle manque de zinc à 15%. Voilà, on est à 15% de la population donc déficient en zinc. Alors le zinc est important parce que il y a toute une famille de métalloprotéases à zinc, hein, on connaît 300 membres justement qui sont des métalloprotéases. Donc ce sont des enzymes qui coupent les protéines et qui utilisent le zinc comme cofacteur. Donc, comme par exemple la vitamine D et autres, comme l'organisme, quand il fonctionne, il utilise des tas de voies physiologiques qui utilisent également justement des enzymes qui utilisent le zinc. Donc, il faut avoir du zinc dans le milieu, hein, dans l'organisme. Mais en plus, ce zinc, il fait autre chose, c'est-à-dire qu'il agit comme cofacteur des facteurs de transcription qui peuvent être justement activés par la vitamine D. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la forme active de la vitamine D active des gènes. Et donc, pour que ces gènes soient transcrits en ARN messager et que ces ARN messagers puissent être traduits en protéines correspondantes, il faut qu'il y ait une transcription de ces gènes à l'aide des facteurs de transcription. Si vous n'avez pas de zinc, les facteurs de transcription à zinc, du coup, ils ne sont pas fonctionnels. Et donc, il n'y a pas de transcription des gènes et donc pas de production de protéines correspondantes. Donc, pour avoir un effet optimal de cette vitamine D, entre autres, vous avez besoin de zinc. Alors, donc pour résumer, vous prenez la vitamine D, c'est 300 mg de magnésium, plus c'est 15 à 40 mg de magnésium. Bon, généralement, ce sont des comprimés qui sont à 25 mg de zinc, donc ce qui est pas mal. Parallèlement, en cas de Covid, il faut prendre 2 à 3 grammes, l'idéal c'est 3 grammes pendant un certain temps, donc de vitamine C, de préférence liposomale. Donc vitamine C, c'est l'acide ascorbique. Pourquoi liposomale? Parce qu'elle est mieux absorbée, à peu près 30% mieux absorbée
mais vous pouvez utiliser aussi de la vitamine C normale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un dérèglement du système rénine-angiotensine, donc induit soit par la protéine spike vaccinale, soit par la protéine spike virale, hein, lors d'une infection naturelle, vous avez la suractivation d'AT1R. Et cet AT1R suractivé, il va agir sur une NADPH oxydase, c'est une enzyme qui s'appelle NOx. Et cette NOx, elle va produire des particules réactives de l'oxygène, qui s'appellent ROS, et ces ROS sont très délétères parce qu'elles vont pouvoir tuer les cellules, justement parce qu'elles provoquent une apoptose. Elles tuent les mitochondries, hein, qui sont les centrales énergétiques de la cellule. Elles peuvent tuer les cellules en induisant justement une mort des mitochondries, c'est-à-dire une mort cellulaire. Elles peuvent mettre les cellules en dysfonctionnement autophagique. Et donc, il faut piéger ces ROS pour éviter les effets délétères, justement, des radicaux libres et des particules réactives de l'oxygène qui vont être produites par cette NADPH oxydase. Et là, vous allez justement, avec la vitamine C, qui a un potentiel antioxydant, neutraliser un certain nombre de ces ROS. Alors, généralement, les ROS, avec cette NADPH oxydase, ce sont des anions superoxydes et du peroxyde d'hydrogène, donc H2O2. Donc, il faut prendre justement cet acide ascorbique, donc cette vitamine C, donc 2 à 3 grammes. Mais parallèlement, 750 mg, soit de N-acétylcystéine, qui est un acide aminé qui est modifié, mais qui a un potentiel redox, parce que sur cette cystéine, vous avez sur la chaîne latérale un CH2SH, donc un groupe menthiol, qui lui donc confère des propriétés redox. Et donc lui, il va être aussi capable de piéger des ROS, hein, des particules réactives de l'oxygène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir piéger d'autres particules réactives de l'oxygène que justement la vitamine C. Le glutathion, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que lui, c'est un tout petit collier de perles avec 3 perles, et en position 2, vous avez aussi un résidu de demi-cystine, c'est-à-dire que vous avez aussi sur la chaîne latérale du résidu de cystéine un CH2SH avec une fonction thiol qui a des potentiels redox. Et donc, vous utilisez aussi 700 mg de glutathion, donc de glutathion réduit, et ça va vous protéger aussi des particules réactives de l'oxygène. Donc, vous pouvez prendre soit le glutathion à 750 mg, soit le NAC, le N-acétylcystéine, également à 750 mg, en plus donc des 2 à 3 grammes d'acide ascorbique, donc de vitamine C, parce que ces deux types d'antioxydants vont avoir un pouvoir protecteur très important, justement, parce qu'ils vont piéger les ROS. C'est-à-dire que ça va vous permettre, en quelque sorte, de protéger vos organes. Alors, parallèlement, l'idéal, c'est que vous preniez 0,1 à 0,2 mg de sélénium, parce que c'est important que toutes ces voies physiologiques marchent bien. Et donc, vous pouvez prendre aussi des petits comprimés de sélénium. Parallèlement, c'est pas mal de prendre des gélules qui sont dosées à 2 grammes d'oméga 3, aussi qui sont des acides gras à chaîne courte, qui sont très favorables. Parallèlement, dans les cas vraiment idéaux, vous pouvez prendre des gélules à 1 gramme de L-taurine, qui est très important pour le système cardiovasculaire, aussi pour le système nerveux. Donc, c'est un dérivé en fait d'acide aminé. C'est pas un acide aminé, mais c'est proche d'un acide aminé. Et dedans, vous avez un atome de soufre qui est aussi très bon donc, pour le métabolisme, et c'est recommandé d'en prendre. Parallèlement, dans le cas idéal, vous pouvez prendre un complexe aussi de vitamine B, parce que quand vous déréglez le système rénine-angiotensine, vous déréglez en fait des bactéries anaérobies gram-positives qui se trouvent dans le petit intestin, dans le côlon, hein, dans le cadre du SIBO, parce que ça provoque une pullulation des bactéries donc anaérobies gram-négatifs du côlon, justement dans l'intestin grêle, hein, qui viennent parasiter et pulluler au niveau d'un endroit où on trouve généralement donc des bactéries qui sont gram-positives aérobies et qui servent à digérer les aliments. Donc c'est important parce que ces bactéries-là qui sont dysfonctionnelles produisent de la vitamine K et notamment des différents types de vitamine B. Donc c'est bien aussi de se supplémenter en vitamine B parce que ça empêche cette insuffisance et cette carence en vitamine B. Voilà, ça c'est le cas idéal. Et puis éventuellement, vous pouvez prendre 10 000 UI de vitamine A, qui est bonne aussi en cas de Covid. Donc là, je pense que avec tout ça, vous êtes particulièrement bien armé pour faire une forme très bénigne de Covid. Hein, donc pour résumer,
L'indispensable, c'est à la fois la vitamine D, le magnésium, c'est les deux indispensables. Le zinc en plus, c'est parfait, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le zinc, il est anti-inflammatoire, il est antimicrobien et il est également antioxydant, hein, donc il est très bon pour tout. Et puis, si vous pouvez rajouter, bien sûr, les deux antioxydants, le NAC et N-acétylcystéine ou le glutathion, et puis la vitamine C, donc c'est parfait. Et le reste, c'est pas mal. Et il ne faut pas oublier aussi la vitamine K2. Donc la vitamine K2, vous avez 0,2 mg qui est utile, mais vous pouvez aller sans problème à 0,6 mg, hein, puisqu'il y a des gélules qui sont en vente libre qui sont dosées à 0,6 mg de vitamine K2. Et la vitamine K2 est très bien avec la vitamine D parce qu'elle gère l'homéostasie au calcium, c'est-à-dire qu'elle gère les dépôts de calcium sur les tissus mous. Et ça, c'est important parce que quand vous êtes en hypervitaminose D, qui est pratiquement extrêmement difficile à atteindre, voire quasiment impossible à atteindre, hein, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on a un système de régulation intrinsèque avec une 24-hydroxylase qui permet d'inactiver la vitamine D. Si le corps estime qu'on en a trop de vitamine D, à ce moment-là, elle est capable d'inactiver la vitamine D3 ou le calcidiol, justement, en hydroxylant en position 24 et en inactivant cette vitamine D. Donc, c'est notre propre système de régulation de l'hypervitaminose D. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais si jamais on se retrouve en hypervitaminose D, donc au-delà de 150 à 200 nanogrammes de calcidiol par ml, la présence de vitamine K2 permet d'empêcher justement les effets délétères, entre guillemets, que pourrait avoir la vitamine D, qui a un dépôt de calcium sur les tissus mous, voire l'apparition de calcul au rein. Et comme cette vitamine K2, contrairement à son nom, ne gère pas en fait la coagulation, mais uniquement l'homéostasie au calcium, à ce moment-là, elle permet justement de bien répartir le calcium au niveau de l'organisme et d'empêcher ces dépôts. Et donc là, vous êtes parfaitement armé pour faire une forme complètement bénigne de la Covid. Et même si vous avez des comorbidités qui sont justement l'hypertension, qui est aussi liée à un dérèglement du SRA, parce que quand vous êtes hypertendu, c'est que vous avez déjà un problème du SRA. Quand vous avez une maladie auto-immune, c'est que vous avez aussi déjà un problème avec le SRA, puisque vous avez l'immunité innée qui est dysfonctionnelle. Et quand vous avez un cancer, eh ben, vous avez également encore un problème avec le SRA, puisqu'il pilote en fait la différenciation et la prolifération cellulaire. Et on sait que le cancer, c'est une prolifération anarchique de cellules, hein, justement, parce qu'il n'y a plus d'inhibition de contact qui, normalement, devrait exister lorsqu'on a un comportement des cellules normales. Voilà, entre autres. Hein, l'obésité aussi, hein, c'est également le cas. Quand vous êtes obèse, vous avez un problème aussi de dérèglement du système rénine-angiotensine. Donc, j'étais un petit peu long. Hein, non, c'est parfait, c'est parfait. En plus, c'est la partie la plus... Vous avez parlé aussi de Nigella sativa. Oui, alors il y a plusieurs plantes qui sont vraiment d'intérêt en cas de Covid. Hein. Alors il y a Artemisia annua, c'est la plus connue, mais elle est interdite en Europe, on peut la trouver qu'en Suisse. Elle est très importante parce qu'en fait, Artemisia annua, il y a un certain nombre de composés actifs, mais il y en a deux qui sont très importants enfin, par rapport à la Covid. Il y en a une qui s'appelle l'artémisinine, qui agit d'ailleurs sur les pompes à calcium. Et il y en a une autre, justement, qui est très intéressante, qui s'appelle la quercétine. Et la quercétine, c'est un inhibiteur du SRA. Et c'est pour ça qu'elle est très importante. Voilà, donc Artemisia annua, normalement, on prend une cuillère à café donc, de poudre, hein, ça se présente en fait exactement comme vous prenez une infusion. On met une cuillère à café dans 1 litre d'eau, on fait bouillir 1 litre d'eau pendant 15 minutes, on laisse infuser, il faut boire le litre dans la journée, hein, parce qu'après, comme ça s'oxyde après à l'air, hein, et ça a un effet très bénéfique. Mais bon, on ne peut pas le trouver normalement en Europe, à l'exception de la Suisse. Alors, vous avez d'autres plantes qui sont actives. Vous avez par exemple l'ashwagandha, qui est le ginseng indien. Vous avez d'autres molécules comme la berbérine, le reishi japonais, vous avez le thé vert, vous avez la réglisse aussi, vous avez le cumin noir. Le cumin noir, c'est Nigella sativa dont vous parlez. Dedans, il y a de la thymoquinone, et la thymoquinone, c'est un inhibiteur du SRA également. Donc, il y a une autre plante qui est assez spectaculaire, c'est la renouée du Japon. Renouée du Japon, qui a un effet spectaculaire apparemment sur certains Covid longs, justement, pour les douleurs neuropathiques, les problèmes de neuropathie périphérique.
Voilà, donc c'est des composés essentiellement qui agissent justement sur le système rénine-angiotensine. Malheureusement, ils ne sont pas brevetables. Tout ceci ne peut pas rentrer dans le cadre du business des molécules innovantes à Oui, plusieurs dizaines, voire centaines, voire on a oui, des médicaments en France qui sont payés par la Sécu 2 millions d'euros, hein, quand même. 2 oui, oui, millions d'euros le traitement. Ça, c'est pas brevetable. Donc, ce sont des plantes. Donc, on oui, imagine qu'il n'y aura pas de promotion de ce type de traitement, si ce n'est le paracétamol est resté à la maison. oui. Vous avez aussi Angelica aussi qui est active. Voilà, vous avez un certain nombre de plantes d'intérêt. Vous avez aussi, bien sûr, l'aloe vera, le ginkgo biloba aussi, hein, qui ont une activité, qui sont Ah oui. justement des plantes qui ont une activité anti-SARS-CoV-2 et qui sont très bénéfiques contre la Covid. Et après, vous avez tout un tas de molécules hein, qui sont déjà décrites, hein, qui existent dans la pharmacopée, justement, qui peuvent s'opposer à une suractivation du système rénine-angiotensine. Vous avez par exemple la mélatonine, hein, qui est un puissant inhibiteur du système rénine-angiotensine, et donc qui a un intérêt, hein, comme la dexaméthasone. Et vous savez ce que fait la dexaméthasone, qui est très utilisée justement chez des personnes qui font des formes très graves de la Covid. En fait, c'est un inhibiteur du SRA et il vous augmente la production de récepteurs à la vitamine D. Donc, ça a été démontré expérimentalement. Il vous fait produire des récepteurs à la vitamine D. Ce qui montre encore l'importance de cette vitamine D, justement, non seulement pour la Covid, mais aussi pour les pathologies nerveuses, hein, pour les déclenchements de troubles de neurodégénérescence, hein, comme les troubles d'Alzheimer, Parkinson, aussi pour les maladies auto-immunes, pour le cancer, etc. C'est que c'est pas réservé au SARS-CoV-2 et à la Covid. Hein. Il y a vraiment un bienfait de la vitamine D c'est vraiment une molécule extraordinaire sur beaucoup d'aspects. Hein. Que pensez-vous, s'il vous plaît, de la surmortalité constatée en Allemagne, en Grande-Bretagne en 2022, mais également de la chute de natalité? En Allemagne, on parle de près de 100 000 morts supplémentaires par rapport à la moyenne des 5 dernières années, c'est-à-dire les 5 dernières années qui incluaient la crise Covid. Et en Grande-Bretagne, on parle de 45 000 morts supplémentaires. Il n'y a pas eu de tsunami, pas de tremblement de terre, pas de guerre, pas de peste bubonique, pas de canicule. Donc, comment vous observez ça, sans oublier la chute de la natalité? Démographiquement, c'est la pire année depuis 1946. Hein, il y a quelque chose, il y a vraiment, je ne sais pas, enfin, apparemment, il n'y a pas de conseil de défense, il n'y a pas d'alerte rouge. On continue comme si de rien n'était. D'une manière générale, c'est les pays où il y a eu le plus de vaccination, notamment avec les vaccins ARN messagers, où il y a le plus de problèmes, en fait, d'effets secondaires et de mortalité. Hein. Je crois que l'augmentation de mortalité, d'une manière générale, elle est entre 10 et 20% hein, depuis la vaccination à outrance hein, dans ces pays. Alors, les détracteurs de la vitamine D disent « Ah ben oui, mais regardez, justement, en Angleterre, il y a une surmortalité, or, la population a été supplémentée en vitamine D. » Alors, c'est vrai, mais elle a été supplémentée en vitamine D à 408. 408, c'est une dose qui est minable, en fait. C'est moins de 10 fois la dose minimum qu'il aurait fallu. Donc, en gros, c'est comme si on n'avait pas procédé à une supplémentation de vitamine D. L'ANSES, si vous permettez, l'ANSES, elle donne 15 microgrammes, ça fait 600 unités internationales. Ah oui, mais c'est complètement insuffisant. Ça, il faudrait qu'ils revoient complètement, parce qu'ils se basent en fait sur des données qui sont très anciennes et ils se basent en fait quelque part sur la minéralisation osseuse. Mais 608, c'est pas du tout suffisant. Hein, c'est ridicule comme quantité. Hein. Les essais Covid trial, c'était une injection qui était à 400 000 de vitamine D. Hein. Il faut une supplémentation très élevée, autrement l'efficacité n'est pas là. 408, c'est mieux que rien, mais c'est presque comme si on n'était pas supplémenté. Hein. C'est pas du tout suffisant. Dans tous les cas, c'est vraiment, il faut avoir un taux qui est supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml. L'idéal, c'est entre 50 et 80 nanogrammes de calcidiol par ml pour avoir une bonne protection. Et comment vous expliquez vraiment qui revoit les dosages recommandés parce qu'ils sont complètement hors des clous. Hein. Avec les données actuelles, en tout cas.
comment vous expliquez l'absence de réaction des autorités malgré 50 000 près de 50 000 effets indésirables graves? C'est le rapport de la NSM, hein, c'est le rapport officiel. Le dernier parle d'à peu près 50 000 effets indésirables. Il faudrait multiplier ce chiffre au moins par 20 pour avoir les vrais chiffres, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, on a 50 000 effets indésirables graves, officiels, et on a un François Braun, ministre de la Santé, qui passe chez Sud Radio nous expliquer qu'il n'y a rien de significatif. Je crois, sans risque de me tromper, que c'est la première fois dans l'histoire de la médecine moderne qu'on a un médicament qui cause 50 000 effets indésirables graves officiels et qui n'est pas retiré du marché. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, il y a une incohérence totale. Là, je veux dire, quand on voit ce qui se passe, enfin moi personnellement, je me demande où est le sanitaire là, parce que avec tous ces effets secondaires, on devrait bien sûr arrêter la vaccination de masse et puis surtout arrêter ces rappels vaccinaux hein, qui sont beaucoup plus délétères qu'autre chose. Hein. Là, le rapport bénéfice-risque, il est évidemment très défavorable. Hein. Là, la question, elle ne se pose même pas. Hein. Donc après que les autorités sanitaires, que l'OMS recommande des injections répétées, c'est incompréhensible pour moi, hein, parce que ça n'a plus rien de sanitaire. Hein. Il suffit de prendre des données, de les regarder de façon objective, et puis on se rend bien compte que le rapport bénéfice-risque est très défavorable. Hein. Donc la politique des gouvernements un peu partout, c'est la vaccination à outrance avec les vaccins ARN messagers, ce qui est incompréhensible. Et là, le développement de tous ces vaccins ARN messagers pour essayer de traiter des tas de pathologies dont il existe déjà des vaccins qui fonctionnent plus ou moins bien, c'est vraiment très surprenant. Hein. On se demande quelle est la stratégie derrière. En tout cas, il n'y a pas de justification sanitaire à mon sens. Hein. Pour moi, c'est vraiment très clair. Quoi. Vous avez parlé de l'OMS. Pour finir, justement, ils ont déclaré, il y a Tedros Adhanom qui vient de faire une déclaration, je crois, lundi dernier, ça a été repris par le New York Post, expliquant que la prochaine pandémie sera encore plus meurtrière, que ce soit un variant du Covid, du SARS-CoV-2, ou un nouveau virus. Donc, est-ce que vous trouvez, enfin, c'est une déclaration à la Madame Soleil, en fait, il a une boule de cristal. Ouais. Bon, il balance des trucs, il y aura une explosion solaire il peut dire n'importe quoi, il y aura un tremblement de terre, il y aura une invasion extraterrestre, il peut dire n'importe quoi, ça n'a aucun sens si ce n'est terroriser les populations qui sont déjà affaiblies. Mais comment parce que ça rappelle quand même une partie extrêmement importante de cette hystérie covidiste, c'est le terrorisme sanitaire, hein, terroriser les populations. Comment expliquer un tel fonctionnement, sachant que tout le monde le sait, que la peur et le stress affaiblissent le système immunitaire? Oui, c'est sûr que c'est pas bon parce que les gens effrayés vont se jeter aussi sur les vaccins. Hein. Je crois que la politique actuelle, c'est le tout vaccinal. Hein. Voilà, je pense pas que ce soit pour le bien des personnes, hein, puisque là, c'est le tout vaccinal, mais avec des vaccins qui sont faits à la va-vite et puis qui sont eux-mêmes délétères. Hein, donc c'est ça le gros problème. Hein, moi, disons que je suis inquiet pour l'avenir, parce que le développement à outrance de tous ces vaccins contre un petit peu tout, hein, bronchiolite, myocardite, virus de Marburg, etc. Enfin bon, on entend pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de vaccins en développement. Notamment chez les firmes, je crois que chez Moderna, il y a au moins une cinquantaine de vaccins qui sont en développement, hein, entre 40 et 50. Ces vaccins vont, entre guillemets, hein, puisque ce ne sont pas des vaccins, mais ils vont obtenir bien sûr des autorisations de mise sur le marché, puisqu'elles l'ont déjà obtenu avec ces vaccins, entre guillemets, anti-Covid, hein, donc sans qu'il y ait les tests qu'il faut, donc on ne voit pas pourquoi les autres ne seraient pas acceptés. Et l'OMS pourrait les imposer, et donc ça c'est problématique, parce qu'il y a bien un moment où il va falloir qu'on se rende compte que c'est très délétère. Hein, et là, c'est vrai que quelque part, on joue à l'apprenti sorcier, c'est-à-dire que on ne sait pas exactement ce que ça va donner. En tout cas, ça ne va rien donner de bon dans les mois et dans les années à venir. Hein. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est gros un problème. En tout cas, il ne faudrait pas qu'il soit imposé, parce que là, ça serait quand même quelque part un peu criminel, quoi. À mon avis.
Docteur Jean-Marc Sabatier, merci infiniment. J'espère qu'il y a beaucoup de médecins, de professionnels de la santé qui vont écouter cette vidéo et les autres que vous avez réalisées. On va mettre les liens sur différentes vidéos que vous avez réalisées, traduites en différentes langues pour expliquer le système rénine-angiotensine-aldostérone. Je voulais faire la promotion de ce livre qui reprend tous les articles que vous avez publiés depuis 3 ans maintenant sur tout ça, quoi, le Covid et le système rénine-angiotensine. Il est en vente partout, hein, il est sur toutes les plateformes Internet. Vous pouvez vous le procurer pour aller dans le détail de tout ça. La démonstration que tout ceci a été fait dès 2020. Toutes les alertes concernant les effets indésirables de la vaccination aussi, dès 2020, fin 2020. Donc, ils le savent, tout le monde sait tout ça. Merci infiniment pour votre gentillesse d'avoir accepté cet entretien. En vous souhaitant une excellente fin de journée. Si vous avez un mot à dire. Oui, c'était juste pour dire qu'en fait, ces articles, c'est une compilation des articles donc, depuis 2020 à 2022, parce que la majorité de ces articles ne sont plus accessibles sur Google, ils ont été censurés. Notamment parce qu'on parlait d'effets délétères des vaccins, d'effets délétères sur la femme enceinte, l'importance du système rénine-angiotensine pour la fertilité, pour le développement d'organes au niveau des fœtus, sa présence dans les organes reproducteurs, etc. Et donc, tous ces articles ont été censurés parce qu'ils ne suivaient pas la doxa, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même présenté des effets délétères qui étaient associés justement à ces plateformes vaccinales, et je pense que ça n'a pas plu, et c'est pour ça que ces articles ont été censurés. Merci infiniment. C'est le but de la réédition de... C'est une excellente idée parce que bon, la censure, elle est vraiment très sévère sur Internet. Elle est quasiment systématique dès un mot-clé. D'ailleurs, cette vidéo ne sera pas diffusée sur YouTube, malheureusement, mais bon, sur toutes les autres plateformes et on en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo, surtout la partager au plus grand nombre. Et merci à tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie.